Bonjour Aline, merci d'accepter de partager cet espace Money Talk. Je reviens un petit peu sur le Money Talk en général. C'est des conversations pour regarder comment, enfin, voilà, pour parler d'argent de façon un petit peu tranquille et explorer à quel point la relation à l'argent et ses mécanismes sont un magnifique endroit pour reprendre du pouvoir. Alors avec Aline, Aline est une cliente, a été une cliente, donc on a passé quelques séances ensemble, et puis maintenant on continue à se voir à la plage, parce qu'Aline est marseillaise comme moi, et puis l'autre jour, on a commencé à parler d'argent, et je me suis dit, mais trop bien. En fait, ça, c'est vraiment exactement le genre de conversation pour les Money Talk. Je te laisse te présenter, Aline. Oui, bah, merci. Écoute, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Aline Desvignes. Alors, moi, je dirige le cabinet qui s'appelle Envergure Coaching et qui a pour vocation d'accompagner les chefs d'entreprise à être bien dans leur basket. Alors, être bien dans leur basket, c'est tout un cheminement qui m'a amené là parce qu'une entreprise qui n'est pas bien dans ses baskets, c'est toute une structure qui souffre. Donc, toutes les personnes à l'intérieur de la structure qui souffrent. Et donc, à contrario, quand il est bien dans ses baskets, les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont beaucoup de chances d'être beaucoup mieux. Mon créneau, c'est le bien travailler ensemble. Donc, est-ce que tu veux que je développe un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là et ce que je fais? Ou c'est pas nécessaire? C'est comme tu as envie, hein. Ok, C'est comme tu as envie. super. En fait, voilà, moi, vraiment, mon credo, c'est le bien travailler ensemble et j'ai fait un burn-out. J'avais travaillé 20 ans dans une grosse boîte. J'avais adoré cette boîte, mais j'avais pas vu faire que j'arrivais à saturation. Et quand je me suis coachée, j'ai accompagné beaucoup de gens qui étaient burn-outés aussi. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait une grande souffrance dans le milieu du travail. Et j'ai accompagné les personnes individuellement à effectivement se sortir de leurs difficultés. Et quand elles me parlaient de ce qu'elles vivaient, la violence qu'elles vivaient dans leur entreprise, voilà, je les accompagnais à accompagner cette violence-là, mais la violence restait dans l'entreprise. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir du côté du chef d'entreprise pour lui expliquer peut-être un petit peu la violence qu'il fait. Et quand j'ai été face à des chefs d'entreprise, je me suis rendu compte que, d'une part, ils n'avaient pas du tout conscience de faire cette violence-là, que c'était totalement involontaire, et que surtout, ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas du tout conscience des outils qui étaient à leur disposition, en fait, finalement, pour bien travailler ensemble. Voilà, donc c'est ce que je fais au quotidien. J'accompagne les chefs d'entreprise à être bien dans leur basket pour que leurs salariés soient bien dans leur basket aussi. Ouais. Dans ce que tu dis, je relève ce mot-là, souffrance au travail. Ça fait presque un oxymore, tu sais, puisqu'on est plutôt extrêmement enseigné sur le fait que le travail, c'est de la souffrance. À la limite, plus on souffre, plus on a l'impression qu'on peut mériter d'avoir de l'argent. Et c'est un des vrais sujets de la relation à l'argent, ça, hein. C'est comment le travail peut être non souffrant et productif malgré tout. Et comment, en fait, ce lien entre souffrance et travail, euh, avec le truc derrière de il faut bien gagner sa vie, hein, peut être complètement délié. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire. Toute la culture de la charrette, toute la culture de la souffrance, etc., de la productivité à outrance, c'est une croyance. C'est Mm. une vraie, vraie, vraie croyance, en fait. C'est incroyable d'ailleurs à quel point on pense que on doit mériter donc l'argent qu'on gagne. Et plus on gagne d'argent, plus on se fait violence en fait, plus on s'impose des choses qui sont terribles pour justement mériter cet argent, hein. C'est-à-dire il y a une vraie, il y a une vraie croyance que c'est difficile de gagner de l'argent et que ça fait mal. Ouais, ouais. Et du coup, bah, l'exploration de la relation qu'on a avec l'argent, c'est aussi une exploration de comment on peut décorréler la question de la souffrance et la question de la survie.
finalement. Ouais. Et en fait, je me suis aperçue, moi, en accompagnant des gens, que la plupart du temps, ils se sentaient prisonniers de leur situation, mais que ce soit un salarié qui est dans un job qui ne lui convient pas ou que ce soit un chef d'entreprise, qui effectivement a créé l'entreprise de ses rêves et cetera, mais qui se sent prisonnier parce qu'il a des salariés, parce qu'il a des obligations et chacun veut se sentir libre. Mmh. Et on s'aperçoit qu'on est obligé, à un moment donné, de faire un travail avec l'argent. Parce qu'il y a cette notion d'absence de liberté liée à la nécessité heu, de générer de l'argent ou parce on a cette croyance que soit on n'a pas assez, soit il faut qu'on fasse beaucoup plus. Heu et c'est marrant parce que c'est un thème, qui revient quasiment systématiquement et que je sur lequel j'aborde toujours, la question avec mes clients. Ouais. Ouais. Et j'ai eu besoin, moi, beaucoup quand j'ai fait mon burn-out, en fait, je travaillais dans une très grosse société, en région parisienne. Je gagnais très bien ma vie et tout d'un coup, bah, je me suis retrouvée au chômage, et il s'avère que le burn-out a beaucoup de répercussions parce que j'ai déménagé, je suis venue dans une ville où je connaissais personne et j'ai suivi mon mari qui était marseillais et j'ai divorcé. Donc ça veut dire que je me suis retrouvée seule, sans travail et sans argent. C'est-à-dire que bon, j'ai eu ma période de chômage, mais le budget du chômage, je l'ai mis beaucoup dans de la formation pour, me recréer la vie derrière. C'est-à-dire que globalement, j'avais un tout petit moyen pour vivre et c'est à ce moment-là où je t'ai rencontrée, Fabienne, où je me suis dit, «Bon, puisque je repars de zéro, en fait, j'ai l'impression que» et c'est comme si la vie me donnait une deuxième chance, hein, me disait: «Bon voilà, Mmh. tu as le choix, soit tu te plains et tu es dans la misère, soit tu te dis: "OK, tu redémarres de zéro, tu as une deuxième chance, qu'est-ce que tu en fais?" Et je me suis dit: «Bah, j'ai vraiment besoin, de travailler ce rapport avec l'argent parce que je suis pas confortable avec». Et je me suis aperçue au fur et à mesure que en fait, que je gagne 5 000 € par mois ou que je gagne, 500 € par mois, je dépensais toujours plus, toujours trop, et que finalement je me débarrassais un petit peu de cet argent Ouais. et heu et en fait, c'est ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est un travail je veux pas dire que c'est un travail qui s'arrête jamais, mais c'est un chemin, cette relation à l'argent. C'est un Ouais. véritable chemin. Ouais, pour moi aussi, hein. Il y a vraiment le premier étage de la fusée, quoi. Comment on, hem, comment on peut, regarder que c'est à l'endroit de la relation à l'argent qu'il y a quelque chose à observer. Donc en fait, la plupart du temps, les gens, ils viennent vers moi avec, des problèmes identifiés avec l'argent et soit parce qu'il faut gagner davantage, soit parce qu'on n'arrive pas à mettre de côté, soit parce que, X, Y, Z, des plafonds de verre, et cetera, et cetera. Et la plupart du temps, tout le process, c'est d'aller, se rendre compte qu'on a une relation à l'argent et que ça, on a du pouvoir dessus finalement et que derrière cette relation à l'argent, finalement, il y a tous les désirs qu'on ne s'autorise pas. Et c'est là qu'il y a cette notion de je suis prisonnier de ma vie, je suis prisonnier de l'argent, je suis prisonnier de cette idée de mériter, je suis prisonnier de mon adhésion à la souffrance pour gagner ma vie, je suis prisonnier de plein de choses en fait. C'est tout un contexte. C'est pour ça que je dis que c'est très, collectif et systémique, la relation qu'on a à l'argent. Hem, qu'on voit toujours, d'une façon très dominante. Mmh. C'est pour ça qu'il y a aussi ces questions de prison, c'est pour ça que c'est tellement lié au ressenti de liberté et cetera. Et pouvoir aller regarder derrière, à mon sens, c'est surtout regarder quels sont les endroits où moi j'ai du pouvoir. Et les endroits où moi j'ai du pouvoir, la plupart du temps, c'est, hem, m'autoriser à désirer quelque chose sans mettre la chape de plomb dessus de: «Je peux pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps», ce qui revient un petit peu au même, «J'ai pas envie de souffrir davantage». Parce que, c'est cette histoire heu, travailler plus pour gagner plus, c'est: «Ah ouais, mais il faut que j'en chie un peu plus, quoi». Et et du coup, bien souvent, l'argent est là pour dire: «Bah, tu pas le droit de t'autoriser, enfin, tu ne peux pas t'autoriser tes désirs». Et très souvent, en fait, il y a beaucoup de clients ou de clientes qui reviennent vers moi
ou avec qui on parle, hein, régulièrement pour dire: «Bah, tu vois, c'est terminé, enfin l'accompagnement est terminé, mais je continue finalement à, regarder, à l'endroit de la relation à l'argent à chaque fois que je vois qu'il y a un truc à dépasser». Parce que finalement, c'est la question de la liberté intérieure, de la sécurité intérieure et cetera, qui est, titillée, et qu'à cet endroit-là, on est en prise avec le réel finalement, Mmh. quand on regarde l'argent. Mais c'est incroyable les fantasmes qu'on met sur l'argent. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable le fantasme que tu mets dessus parce que tu as pas d'argent, tu fantasmes énormément sur le fait d'avoir de l'argent, ça va te permettre, d'avoir une vie riche, incroyablement riche et finalement, quand tu as beaucoup d'argent, tu t'aperçois que finalement le vide que tu ressentais à l'intérieur, il est toujours là. Et du coup, c'est très inconscient, en fait. Ce rapport à l'argent, il est très inconscient et la 1re chose à faire, la première chose que moi j'ai eu à faire, c'est de mettre de la conscience dessus. C'est-à-dire Mmh. de comprendre c'est quoi ma relation avec l'argent et qu'est-ce que je mets dessus? Parce que, hem, on est en pilote automatique par rapport à l'argent. Ouais, Avant c'est de ça, s'interroger dessus, on est complètement. complètement en pilote automatique. Et quand on comprend effectivement, les mécanismes de l'argent, par exemple, moi je viens d'une famille où il y avait de l'argent. Il y avait plus d'argent que dans la moyenne, heu et du coup l'argent n'était pas important pour moi et pas une valeur pour moi et quand j'ai fait le burn-out, c'est que je me suis retrouvée sans argent. C'était pas ça qui était important, c'était pas faire de l'argent qui était important. Ce qui était important, c'était d'apporter ma contribution au monde, c'était, d'avoir des beaux échanges, c'était, voilà, c'était d'être présent à l'autre. Et en fait, je me suis aperçue finalement que l'argent avait de l'importance le jour où j'ai commencé à manquer et où là, j'ai eu, des crampes d'estomac en me disant: «Mon Dieu, si j'ai pas d'argent, je peux pas vivre». Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est inutile ou mauvais et en fait, c'était juste le regard que je posais dessus qui était pas le bon. Ouais. Ouais et c'est marrant parce que tu as un premier regard que tu poses dessus, donc voilà, tu travailles sur ce premier regard et plus tu avances, plus tu t'aperçois que, ben, en fait, tu continues à poser d'autres regards dessus. C'est-à-dire j'arrive à générer de l'argent, mais pourquoi j'arrive pas à le garder? Pourquoi est-ce que je suis toujours à découvert tout le temps? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais ancré quelque part que pour être un bon être humain, fallait pas avoir d'argent. Mmh. Parce que, voilà, moi, j'étais quelqu'un qui était dans le lien à l'autre, j'étais dans le don, j'étais dans la beauté et d'ailleurs, c'est très clivant, hein, c'est très clivant. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de bon et de généreux, bah, tu as pas d'argent et ça me faisait penser un petit peu à ça me faisait penser un peu à tu vois, le clivage gauche-droite et quand j'ai commencé à recevoir de l'argent, je me suis dit: «Merde, il va falloir que je pense à droite, va falloir que» enfin voilà, il va falloir que et c'est-à-dire que je posais une image absolument Ouais. terrible sur le fait d'avoir de l'argent avec des mauvaises et du coup, c'est un chemin permanent, où, où en fait, tu te dis à un moment donné: «Mais tu peux avoir de l'argent et être un bon être humain et être quelqu'un de bien» et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont des personnes, formidables. Et en fait, ça, je parle de mon histoire et de mon ressenti, mais en fait, on a tous cette histoire dessus. Et en fait, c'est en dessous. C'est en dessous, c'est à l'intérieur, c'est complètement inconscient. Et tant qu'on ne le fait pas remonter à la conscience, on ne peut pas travailler dessus, on ne peut pas changer cette image-là. Ouais, ouais, et puis tu parles de cette image-là, de quelqu'un qui gagne de l'argent et quelqu'un de mauvais. Ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, hem et qui, émerge petit à petit au fur et à mesure quand tu as commencé à, hem, pouvoir regarder, cet endroit-là de la relation à l'argent, et à savoir qu'il y a des choses qui se passent et comment je fais pour les écouter, comment je fais pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être ça et puis ça peut être, je ne sais pas si je prends mon exemple à moi, donc j'ai commencé à me former à la relation à l'argent il y a 2022, il y a 8 ans maintenant, et donc il y a certainement eu, ce moment-là, mais petit à petit, il continue à y avoir d'autres choses. C'est, hem, je sais pas, il y a 3 ans à peu près, je me suis retrouvée encore une fois devant le truc, mais je ne vaux rien. Moi, je ne vaux rien. J'ai pas de valeur. Qui je suis moi, pour gagner cet argent-là à faire, quelque chose qui me plaît? Mmh. Heu, Illégitimité, déloyauté envers, ce que je pensais de moi, et cetera, et cetera. Moi, je ne vaux rien. Donc c'était encore une couche, à aller regarder.
et très régulièrement finalement, hein, encore plus récemment, je me disais, puisque j'ai envie de bouger des choses dans ma façon de travailler, je me disais, tiens, mais c'est quand même fou, pourquoi j'ai pas passé ce switch-là avant? Mmh. Eh ben, c'est encore une invitation à aller regarder du côté de la relation à l'argent. Heu, L'année dernière, c'est, ma capacité à investir différemment de ce que je fais, sur les investissements immobiliers de temps en temps. Mmh. Heu, Comment j'investis? Qu'est-ce que c'est l'investissement pour moi? Et cetera, et cetera. Et puis l'investissement, en réalité, c'est pas uniquement, de l'investissement financier sur des supports d'investissement. L'investissement, ça peut être, du temps, ça peut être, de l'énergie, ça peut être, dans une belle robe, ça peut être finalement, l'investissement, c'est, une façon d'aller, dire en quoi je crois, Mmh. en réalité. Mais Et c'est marrant parce que c'est marrant, excuse-moi, je me permets de rebondir sur ce que tu mmh, dis parce que moi alors mes clients n'ont pas des problèmes d'argent. Mes clients sont déjà des chefs d'entreprise qui ont des grosses entreprises qui génèrent la plupart du temps, entre plusieurs centaines, enfin plusieurs milliers ou plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et et en fait, ils sont toujours aussi dans une sensation de manque et d'illégitimité, mmh, comme ce que tu véhicules. C'est-à-dire que, on s'aperçoit que l'argent ne règle pas les problèmes et l'argent ne règle que des problèmes d'argent. Il règle c'est pas, ça. les autres problèmes, notamment de sécurité intérieure, et des gens qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont créé leur boîte, qui sont, au sens sociétal des self-made man, ils se posent aussi ces questions-là, Bien sûr, j'arrive pas à prendre conscience de ma valeur. bien sûr. Bah, c'est que Christian Junot le dit, assez bien, hein, dans ses conférences. Il dit, il était banquier et il n'arrêtait pas de dealer, banquier en Suisse, Mmh et mh. il n'arrêtait pas de dealer avec des gens qui avaient énormément d'argent et qui étaient extrêmement insécures. Heu, on connaît tous autour de nous des gens qui ont suffisamment d'argent, qui semblent en avoir, bien assez et qui pour autant sont, extrêmement inquiets et dans la peur de manquer un jour, peut-être, et cetera. Ça, c'est vraiment pour le côté, sécurité. Pour le côté liberté, il y a des gens qui ont énormément d'argent, donc on apprend assez rapidement que c'est l'argent qui nous donne la liberté, mais qui pour autant se trouvent prisonniers de leur vie aussi. Ouais, bien sûr. Typiquement, les chefs d'entreprise, comme tu le disais super bien, hein, c'est-à-dire, une fois que j'ai, 1, 2, 3, 10, 20, 100 salariés, comment je fais pour continuer à leur maintenir leur travail, la grosse responsabilité qu'il y a derrière, et comment je fais pour me sentir quand même libre et pas prisonnier de cette espèce de cercle vicieux, de toujours plus, et cetera. La la Et effectivement, l'argent, ce n'est qu'un outil, de la même façon que, je sais pas, il y avait un super business coach qui disait, on les vrais enfin les problèmes, professionnels, les problèmes business, les problèmes de l'entrepreneur sont toujours des problèmes personnels, au Mmh. fond. Moi je dis, à qui veut l'entendre, qu'un problème d'argent, c'est rarement réellement un problème d'argent, c'est Mmh qu'il y a mh. quelque chose derrière. Donc, dans notre société, c'est très, légitime pour le coup de dire, «Bah, je peux pas, j'ai pas d'argent». Mais c'est marrant parce qu'effectivement, moi, quand j'accompagne des chefs d'entreprise, je suis formatrice. Je fais de la formation, tout ce qui est management, communication dans l'entreprise, prise de parole en public, gestion du stress, gestion du temps. Donc ça veut dire que je suis hyper formée, parce que j'avais besoin de me donner une légitimité. Donc je suis très, très formée sur toutes les problématiques que rencontrent les gens dans l'entreprise et notamment les chefs d'entreprise. Et pourtant, là où je passe le plus de temps, c'est quand même à traiter des problèmes personnels, c'est-à-dire sa relation avec lui-même, de sa relation avec sa compagne, enfin de la difficulté de communication qu'il a avec ses enfants, ses parents, sa compagne, son compagnon. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que les problèmes se situent tout le temps, en fait, dans la relation à moi, c'est-à-dire ce que je crois que je suis. En fait, c'est des problèmes identitaires. Mmh, La certitude que j'ai de qui je suis et de comment je fonctionne. Ce n'est que ça. Et les problèmes liés à l'argent sont dans ces problèmes identitaires. Et le travail qu'on a en tant que coach,
c'est pas de changer d'identité, c'est de se désidentifier, en fait, justement, pour laisser venir ce qui est, et puis avec légèreté, parce que gagner de l'argent facilement, finalement, quand on l'apprend, c'est facile. C'est-à-dire qu'on on, on supprime les certitudes de qui on pense qu'on est et comment on pense que nous, on fonctionne. Parce que souvent dans les clients, quand j'accompagnais au début, les gens me disaient: «Ah oui, mais non, avec moi, ce ne sera pas possible, ça ne marchera pas comme ça». Oui, c'est parce que tu es le seul qui a décidé que ça ne marcherait pas comme ça. Et donc, Mm, donc ça, ça peut pas fonctionner parce qu'on a un regard qui n'est pas un regard qui est aidant à ce moment-là. ouais, Mmh. c'est important, cette question de désidentification. C'est ce qui m'est venu là pendant que tu parlais, c'est que dans relation à l'argent, il y a le lien, il y a la relation. Et, euh, et moi, je vois l'argent comme quelque chose qui nous rappelle tout le temps que la partie matérielle, factuelle, observable, euh, euh, très, c'est ce qui nous relie à la matière. Mmh. Et comme c'est ce qui circule, comme c'est ce qui nous permet de manifester nos besoins, nos désirs et nos liens avec les autres, euh, c'est l'art des gens, hein, et ben ça va aller ouvrir le questionnement sur la relation que j'ai avec moi, avec mes besoins, mes émotions, mes ressentis, la relation que j'ai avec l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire les relations très proches, hein, souvent justement compagnon, compagne, mari, etc., femme, enfant même, et puis la relation avec les autres, c'est-à-dire la société, la relation avec le monde, la place que je prends dans le monde, et ça vient questionner tout ça, en fait. Donc c'est beaucoup des questions de lien, de relation. Et c'est un endroit extrêmement fragile chez beaucoup, parce que si on le met à l'extérieur seulement, on ne se rend pas compte que dans un lien, il y a un émetteur et un récepteur. Ouais, mais en fait, ça touche beaucoup l'authenticité. La relation de l'argent est très en lien avec l'authenticité. L'authenticité, enfin, authenticité, ça vient du grec authentikos, qui veut dire je me réfère à ma propre autorité, Ouais, c'est-à-dire c'est ça. à moi. Et du coup, plus on est authentique, plus on a une relation avec l'argent qui est saine et plus on a de la facilité à dire non, je ne vais pas faire cette dépense-là parce que j'ai d'autres priorités ce mois-ci. Et alors que quand on n'est pas dans l'authenticité et qu'on est dans l'apparence, c'est-à-dire qu'on est très... euh, on vit sa vie en fonction de ce qu'on pense que la société attend ou de l'image qu'on a envie de renvoyer, etc. À ce moment-là, en fait, l'argent n'est juste un moyen de nous maintenir dans l'illusion de ce qu'il faudrait que je sois. Et Ouais, quand on est authentique, je pense que quand on fait ce chemin de l'authenticité, et je mets beaucoup la vulnérabilité avec l'authenticité, forcément, c'est une interrogation qui est importante parce que est-ce que je dépense pour paraître, ouais, pour qu'on m'aime, pour qu'on me valide, ou est-ce que je dépense parce que ça vient nourrir quelque chose d'hyper important pour moi? Est-ce ouais. que je voyage parce que j'ai juste envie de mettre des photos de moi sur Instagram, dans l'avion, au bord de la plage, avec un super cocktail entre les mains? Ou est-ce que ce voyage, il vient nourrir quelque chose de profond chez moi, où Mm. je vais découvrir une nouvelle façon de vivre, un autre regard, une nouvelle façon de faire les choses? Et c'est là où finalement s'interroger sur le regard de l'argent est fondamental. Ouais. Oui, c'est vrai, Fondamental. c'est la question de l'identification dont tu parlais. C'est, est-ce que je fais un cadeau parce que je veux être perçu comme quelqu'un de généreux et qui est capable, enfin, et dans ce cas-là, le cadeau, bah, il faut qu'il fasse 100 euros parce que c'est comme ça que j'estime le lien que j'ai avec cette personne. Et donc, il faut que ça se voit, que c'est bien un cadeau à 100 euros, etc. Parce qu'il faut que je sois cette personne-là, généreuse à hauteur de 100 euros pour la personne à qui j'offre le cadeau. Toutes ces questions d'identification, est-ce que, voilà, moi, il faut que je sois vue comme quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. Mm. Il faut que je sois vue comme quelqu'un qui ne profite pas des autres. Il faut que je ne sois pas vue comme quelqu'un de droite. Il faut que toutes ces questions d'identification, c'est le jugement, le bien, le mal, la morale,
C'est toute une pression énorme. Et c'est vrai que d'aller regarder petit à petit, quand on enlève euh, toute cette grille de lecture qui va avec l'argent et qui nous est proposée comme la grille de lecture acceptable, compréhensible par tous, etc. C'est vraiment ce processus de désidentification, c'est passer de qui je crois que je dois être à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, moi, de quoi j'ai vraiment, quels sont mes vrais besoins finalement. Je parle souvent de Radio Univers, c'est les besoins que je m'approprie et qui viennent de, je sais pas, de ma voisine, de mes parents, de mon entourage social, professionnel, etc. La montre à 50 ans Oui, de ces bah, gars-là. c'est ça, bon, alors les montres sont magnifiques, bien sûr, enfin, on peut très bien réussir sa vie sans avoir cette montre-là. Et ce qui est intéressant, pendant que tu parlais, j'avais une idée qui était j'avais une idée qui est apparue et je crois qu'elle s'est un petit peu fait la malle. Mais en fait, voilà, l'idée est revenue. Les clients que j'accompagne, donc je les accompagne, alors, ça dépend, ils viennent me voir pour différentes choses, hein. Soit effectivement, ils ont un mauvais rapport entre leur vie pro, leur vie perso, enfin, ils veulent avoir un peu plus de temps pour eux, soit ils ont des problèmes effectivement avec leurs collaborateurs, soit c'est quelqu'un, ils n'arrivent pas à communiquer, ils se fâchent avec tout le monde, enfin, bref. Et ceux finalement avec qui qu'on fait les plus belles progressions de chiffre d'affaires, parce que au bout du compte, hein, c'est enlever des nœuds pour permettre, nos métiers, c'est d'enlever des nœuds pour permettre finalement de s'envoler. Ceux qui ont fait les plus belles croissances de chiffre d'affaires, c'est quand même des gens où l'argent était connecté à leurs valeurs. Et ça, c'est les valeurs, elles sont souvent, très souvent, elles sont mises en place dans l'enfance et elles sont mises en place par des manques perçus. C'est-à-dire souvent, ce qu'on perçoit comme un manque devient une valeur. Et moi, j'avais été très marquée par un client, c'était un des premiers clients que j'accompagnais chez une entreprise, qui avait dormi dans la rue. C'est-à-dire qu'il était ado, ses parents avaient fait des erreurs et il s'était retrouvé sans appartement, sans logement. Et donc, il dormait dans les rues. Euh, et en fait, cette personne, elle avait une capacité à faire de l'argent euh, impressionnante parce que justement c'était une valeur sécurité pour elle. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, cette personne, elle travaille dans un milieu qui permet de mettre les gens en sécurité. Euh, Mm. et il est excellent dans son métier parce que c'est une valeur qui est très forte. C'est vrai que les gens qui n'ont pas manqué d'argent, pas ou peu manquer d'argent, c'est pas une valeur qui est forcément très forte. Je dis pas forcément, hein, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais les gens effectivement qui me racontent que voilà, les parents étaient divorcés et qu'ils allaient demander de l'argent au papa chez qui ils ne vivaient pas pour aller s'acheter un jean et que le papa disait bon, c'est bon, je paye une pension à ta mère, je vais pas te donner de l'argent. C'est des gens qui savent très bien faire de l'argent, ça derrière, très très bien, parce que c'est connecté à une valeur qui est très forte. C'est-à-dire, si je veux avoir de la valeur, moi, et pouvoir m'offrir ce que j'ai envie de m'offrir, c'est important pour moi d'avoir de l'argent. Mhm, mhm. Mais c'est aussi une identification. Oui, bien sûr, c'est une identité. Après, c'est vrai que l'identification, bon, quand elle gêne pas par Ah rapport à ben voilà. quand elle gêne pas, on va pas la chercher, on va pas la changer. C'est parce que la même chose, le travail sur soi, dans son ensemble, c'est un chemin de vie, hein, ça s'arrête jamais. Mon grand-père, il est mort, il avait 102 ans, et à 101 ans, il me disait, moi, je travaille encore sur moi. Je me disais, bon, bah, ok, super, c'est un chemin qui s'arrête pas. Mais, euh, mais c'est vrai que quand la personne, elle sait faire de l'argent, ce qui est important, c'est qu'elle comprenne cette facilité qu'elle a à faire de l'argent et en quoi c'est finalement une valeur pour elle. Et des fois, parce que sociétalement, c'est pas, dans certains milieux, c'est pas toujours bien vu d'avoir de l'argent. Et je vais juste te raconter une anecdote. Moi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, effectivement, quand j'avais ce problème de dépenser beaucoup d'argent, que l'argent me filait entre les doigts tout le temps. Et c'est-à-dire que je dépensais toujours plus que ce que j'avais. Et je me disais, c'est pas possible. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui ne va pas. Et je me suis rendu compte, en fait, il y avait deux choses. Il y avait mon papa qui me disait, mais toi, tu as un panier percé. Donc, enfin, voilà, hop, je te colle une identité. C'est très involontaire, bien évidemment, hein, de la part du parent, mais je te colle une identité et moi, je prends cette identité-là. Ok, déjà d'en prendre conscience. Et puis la deuxième chose, c'est que je me souviens enfin, voilà, comme je faisais partie d'une famille où il y avait quand même pas mal de moyens, quand j'étais au collège et au lycée, je crois que c'était au lycée,
les gens qui étaient à la mode à l'époque, les gens avec qui on avait envie d'être, qui étaient fun et tout, c'était des fils d'ouvriers. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais ils étaient fun et sympas et on avait envie d'être avec eux. Et un jour où j'ai voulu, je crois qu'il y avait un garçon qui me plaisait et que j'avais envie de le voir, etc. Et qui m'avait rejeté en me disant, mais non, toi, tu fais partie des bourgeoises et donc non, je ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, ben, re-identité, quoi. Avoir de l'argent, ça t'éloigne de enfin, de ce qui est important pour toi. Et moi, j'ai envie de créer du lien avec cette personne. Et donc, le fait d'être rejeté comme ça, sous prétexte que, voilà, dans ma famille, il y avait des revenus qui étaient supérieurs à la moyenne, bah, ça a créé un autre besoin. Vite, je me débarrasse de l'argent, comme ça, je suis aimée. Au moins, je suis aimée. Ouais, Et c'est des ancrages, ce sont des ancrages. ouais. Que tu retrouves à un endroit ou à un autre. Il y a des ancrages, comme tu dis, qui sont euh, vertueux, en tout cas pour une Bon, ouais. certaine partie de l'année, qui sont des croyances aidantes. Et Mhm. puis il y a d'autres ancrages que tu vas retrouver, tout à coup, tu dis, tiens, pourquoi j'arrive pas à me sentir aimable quand je gagne de l'argent? Et puis tu vas mouliner pendant un petit moment et retrouver ça, pouvoir le dénouer, passer un palier, et puis continuer, retrouver un autre truc. Et Et c'est vrai que c'est un process. c'est un process en fait qui génère, je veux dire, beaucoup de honte et de culpabilité, énormément chez les gens. C'est-à-dire que euh, quand j'accompagne des clients, alors voilà, je leur propose dans l'accompagnement qu'ils peuvent tout poser sur la table. C'est-à-dire que s'ils ont des problèmes autres, par exemple dans leur relation avec leur femme, s'ils ont des problèmes d'ordre sexuel, c'est aussi important de juste pouvoir en parler. Je suis pas formée pour accompagner là-dessus, mais au moins de pouvoir verbaliser le problème, etc., pour le normaliser simplement et après trouver les solutions. Mais en fait, c'est plus difficile, souvent, d'aborder des problèmes d'argent que des problèmes de sexualité. Ah, C'est mais incroyable. tellement, mais Il y a, tellement. il y a une telle omerta, en fait, Mais c'est ça. sur l'argent, c'est incroyable. Eh ben oui, mais en même temps, il est là partout. Et on va dire, bah, c'est normal, j'ai pas d'argent. C'est normal, je peux pas changer de boulot parce que j'ai peur de pas avoir assez d'argent. C'est-à-dire, en fait, il est un petit peu mis partout aux endroits qui bloquent, Mhm. sans qu'on aille chercher plus loin. Mais pourquoi on va pas chercher plus loin? Parce que c'est toujours pour cacher quelque chose de plus gros. Bien sûr. Il est toujours mis comme une espèce d'écran. Et effectivement, on va en parler moins profondément. On va, enfin, ce que j'entends tellement souvent, c'est ce truc de, oui, bah, c'est cet exemple-là. Je peux pas faire enfin, je peux pas vraiment m'autoriser à faire une reconversion professionnelle ou à créer mon entreprise parce que bah, qui va ramener de l'argent au départ dans la famille? Enfin voilà, je peux pas prendre ce risque-là. Amen. La Qu'est-ce qu'on messe, passe à côté du bonheur avec ces réflexions? Mais non, mais c'est ce qu'on entend la très messe souvent. est dite. On passe à côté de sa vie, en fait. On passe à Ouais. côté de sa vie. C'est vrai que en fait, il y a un énorme stress lié à l'argent. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas le frein numéro un à changer de vie. En fait, à avoir une vie qui nous inspire, c'est j'ai peur de pas avoir d'argent. Mais en fait, c'est que Je je le vais crois, hein, je le crois, moi, que c'est le plus grand frein. bon, je pense que c'est le plus grand frein, mais est-ce que ça nous ramène pas justement à ce manque d'authenticité? J'ai le plus grand frein, pourquoi? Enfin, je veux dire, pour mettre mes enfants dans une école Oui, privée, pour avoir donné l'apparence de quelqu'un qui réussit. Enfin, moi, oui, mais pas seulement. Moi, ce que je crois, c'est que quand on dit ça, c'est entendable par tous. Mhm. Et Oui, c'est entendable comme une espèce de sanction divine. oui, la messe est dite. Tu vois, et c'est terminé. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher. C'est pour ça que c'est un tabou qui se cache. C'est quelque chose dont on n'arrête pas de parler, mais en termes de choses qui sont définitives, figées, sans mouvement. C'est-à-dire, de toute façon, l'argent, grosso modo, 99% des gens n'en ont jamais assez. Donc, c'est assez clair. Si je ne peux pas faire ça, c'est parce que j'ai pas assez d'argent, ou parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez, ou parce que, enfin, en tout cas, voilà. Et puis comme ça, une fois que c'est dit, il n'y a pas besoin d'aller regarder la relation à l'argent. Il n'y a pas besoin d'aller regarder si ce n'est pas des questions d'identification. Il n'y a pas besoin d'aller regarder si ce n'est pas une question de communication dans le couple, par exemple. Si ce n'est pas une question de relation que j'ai avec moi-même. Si ce n'est pas une question de jusqu'où je m'autorise à aller vers ce qui m'épanouirait tellement. En fait, c'est comme si c'était le bouchon ultime Du qui permet bonheur. de dire je ne m'en occupe pas. Ouais. Donc c'est à la fois partout, tout le temps.
dans toutes nos relations, dans toutes nos interactions, transactions, et Dieu sait qu'on en fait, mais comme une espèce de gros bouchon. Et voilà, ce que je trouve fantastique, c'est ce côté de, voilà, on débouche la bouteille, on sait que c'est une espèce de mauvaise excuse qui permet de dire, de ne pas regarder quelque part. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que c'est un tabou. C'est que une fois qu'on a commencé à regarder là, on sait que derrière, il y a autre chose. Derrière, je ne peux pas créer ma propre boîte parce que j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent. Il y a peut-être de l'illégitimité, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Enfin, quoique ça aussi, c'est une espèce de, de grand fourre-tout. Il y a peut-être une difficulté à me connecter à mon ambition. Il y a peut-être euh, des parents ou une classe sociale, familiale derrière qui disent non, toi, tu n'es pas capable d'eux. En fait, il peut y avoir plein de choses Mmh. à regarder. Mais tout va rester caché derrière. Ah bah non, je J'ai peux. peur. Mmh. Enfin, voilà, j'ai peur de manquer. Donc non, en fait, faut avoir conscience que quand on est dans cette posture-là, on est quand même dans cette posture de victime. Voilà, sous prétexte que j'ai pas assez d'argent, je peux pas faire. C'est-à-dire on n'est pas, on n'est pas dans la notion de responsabilité et dans ces cas-là, c'est presque de dire: «Attention» parce que de ne pas travailler sa relation avec l'argent, c'est accepter de ne pas être heureux. Voilà, C'est c'est ça, accepter de ne pas être heureux c'est ça. c'est, Alors ça fait un beau titre, hein. ouais. Mais c'est ça, parce que et puis il faut je veux dire, je crois qu'il faut pas se voiler la face non plus. C'est-à-dire que, heu, en fait, travailler sa relation avec l'argent, c'est pas confortable. Je crois qu'il faut être honnête, il faut le dire. C'est pas confortable parce qu'on se heurte à tellement justement à une opinion sociétale qui est tellement, claire dessus. On se heurte à quelque chose qui est honteux et c'est pas facile d'aller travailler sur la honte, hein. On se heurte à de la culpabilité, on se heurte au regard de l'autre. On se heurte effectivement à des croyances familiales ou des certitudes familiales. On se heurte à tellement de choses qui est tellement pas confortable. Quand j'ai démarré ma société, mes parents étaient entrepreneurs tous les deux, hein. Et quand je leur ai dit que je vais être entrepreneur, tous les deux ils m'ont dit: «Ah non, 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 surtout pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, mon Dieu, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, c'est horrible, surtout n'y va pas». Et donc j'ai créé ma société en plus en décembre 2019, c'est-à-dire enfin entre fin décembre 2019 ou début janvier 2020, donc 3 mois avant le confinement. Et je me rappelle que quelques mois après, mon père m'a appelé pour me dire: «Écoute ma chérie, j'aimerais que tu redeviennes salariée parce que je dors plus la nuit». Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que pour lui, c'était une énorme angoisse que je manque d'argent. Et du coup, ça l'empêchait de dormir la nuit. Alors, bon, j'adore mon papa, franchement, j'ai un père génial, mais je lui dis, ben, écoute, j'aimerais vraiment que tu redormes la nuit, mais en fait, moi, j'ai trouvé le chemin du bonheur et il passe par cette période inconfortable où je vais gagner moins d'argent et où je vais me regarder ma relation avec l'argent droit dans les yeux. Donc c'est pas confortable, c'est pas confortable. Mais par contre, qu'est-ce que c'est libérateur derrière? Qu'est-ce que c'est libérateur? On en revient à la chrysalide du papillon, hein, qui est la grande métaphore du coaching. Mais le papillon, pour devenir papillon, la chenille, pour devenir papillon, elle a besoin d'être dans sa chrysalide. Et pour sortir de sa chrysalide, elle a besoin de souffrance. Elle ne peut pas le faire. Une personne a essayé d'ouvrir la chrysalide pour elle, pour que le papillon sorte. Non, le papillon, il meurt. Donc on a besoin de passer par cette période inconfortable pour se sentir libre avec l'argent derrière et pouvoir dire en toute simplicité derrière, alors j'aimerais bien passer ce moment avec vous, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller manger dans ce restaurant-là. Est-ce que ce serait pas C'est plus ça. confortable qu'on aille faire, je sais pas, un pique-nique au bord de la plage ou ensemble, de pouvoir parler de l'argent sans honte. Ouais, sans honte, sans. Enfin, en fait, c'est vraiment a- accepter d'être qui je suis et de ne pas être jugé avec tout ce paradigme de ce qu'on met sur l'argent finalement. Parce que enfin, c'est que fictif, c'est ce qu'on pense que les autres vont penser ou ce qu'on vont percevoir de nous, ou ce qu'on fait, c'est pas bien. Enfin, euh, C'est un vrai, ouais, c'est un vrai chemin pour regarder le jugement qu'on a sur soi, le jugement qu'on a sur les autres, les projections qu'on a sur les autres, et tout ce qui fait le lien, en fait. La- tout ce qui fait ce- enfin, tout ce qui nourrit ce besoin d'appartenance, parce qu'en fait, c'est un vrai besoin de l'être humain, l'appartenance, hein. Donc, jusqu'à quel point je suis OK de me,
de de m'enfermer pour être Je me sacrifie. acceptée Mmh. et de me sacrifier pour être acceptée dans le groupe, hein, que ce soit le petit groupe, la famille, les amis, et cetera, le groupe un petit peu plus grand, local, les voisins, et cetera, l'entreprise, le groupe encore plus grand, la société d'une manière générale. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour être conforme à ce que je crois que les autres veulent de moi? Ça, c'est le grand sujet, ça, ouais. C'est Et vraiment un là, grand sujet. l'argent est extrêmement, enfin, ce qu'on pense de l'argent est extrêmement enfermant parce que tout ce qui nous est proposé, c'est qu'on est jugé par l'argent que je génère chaque mois. C'est vraiment le truc super violent, là, c'est combien Mmh. tu vaux, combien tu vaux. Ce qui est sous-entendu hein, derrière cette question de combien tu vaux, c'est Si tu pas, tu vaux pas? combien tu es capable de générer par mois ou par an. La réponse, c'est allez, 35 000, 300 000, enfin, ça, c'est ce que je suis capable de générer par an. Et la, la, derrière ce combien tu vaux, là, il y a parfois, il y a un petit peu aussi, qu'est-ce que c'est ton patrimoine. Donc, il y a Mmh. le flux et le stock. Et en fait, un des gros switch, la plupart du temps, pour beaucoup de clients ou de clientes, c'est de se rendre compte que c'est pas parce que j'ai ou parce que je suis capable de dépenser ou de gagner selon, que je peux être jugée. Mais J'ai une richesse intérieure hein, bien que je sûr. ne peux pas m'empêcher de dispenser en continu. C'est ce qui fait la richesse de mes relations avec les gens, etc., etc. Et si on reste dans cette appréciation de combien je vaux, eh ben, on se retrouve avec des trucs fous, mais que toute notre société accepte, du style, ben voilà, dans un couple, en fait, monsieur et madame gagnent l'un une somme X, l'autre une somme Y, mais la femme qui vient me voir, par exemple, va dire, mais en fait, il faut absolument qu'on mette tous les deux autant d'argent parce que je veux être à égalité, Mmh. quitte à ce qu'elle, elle s'étrangle totalement. Ouais, alors ouais, je me sens moins concernée par, justement les problèmes de femmes, avec l'argent parce que moi j'ai toujours, gagné plus que mon ex-mari et j'ai toujours été, enfin je me suis pas sentie étranglée, mais il y a beaucoup de femmes effectivement qui reviennent par rapport à ça. Mais ce qui m'a fait tilt quand tu parlais, c'est, l'aspect générationnel. Je l'ai beaucoup vu parce que mes parents, en fait, ma maman surtout a une valeur argent qui est très forte. C'est-à-dire que pour elle, c'est impératif et j'ai toujours été en conflit avec elle et je me suis rendu compte effectivement en travaillant sur l'argent que c'était par rapport à ça. C'est que sa façon de m'aimer, elle, c'était de me donner de l'argent ou, de m'assurer de ma mise en sécurité financière, en cas de pépin et cetera. Et moi, je me disais: «Mais je m'en fous de son argent, moi je veux son amour, moi je veux juste qu'elle soit une maman pour moi». Et en fait, quand j'ai compris qu'elle, elle avait une vraie valeur de l'argent, et que quand elle me proposait quelque chose, de financier, pour elle, c'était un geste d'amour et que c'était sa façon à elle de m'aimer. Et aujourd'hui, voilà, j'accepte ou j'accepte pas en fonction d'eux, mais à chaque fois, je comprends que c'est de l'amour qu'elle m'envoie et que c'est formidable. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très, on le dit, c'est sociétal, mais en fait, c'est générationnel. Leurs parents Si, bien sûr, leurs parents ont beaucoup manqué d'argent et donc en fait, mes grands-parents, enfin les personnes après pendant la guerre, en fait, eux, ils avaient qu'un souci, c'était comment est-ce qu'ils allaient nourrir leurs enfants le lendemain? Enfin, je veux dire, ils étaient en mode survie et du coup, je me rappelle quand on a vidé la cave de la grand-mère de mon ex-mari, on a retrouvé des bouts de ficelle, des petits bouts de ficelle, voilà. Mais en fait, moi, j'étais morte de rire en voyant ça, mais qu'est-ce qu'ils gardaient les grands-mères? Et on a retrouvé plein de trucs comme ça, enfin, des vieux corsets, des trucs, c'était incroyable. Mais en fait, voilà, ma belle-mère m'expliquait, elle me disait: «Mais tu sais, ils ont manqué tellement pendant la guerre que la mmh. possession, c'était important» et en fait, je pense qu'on est en train de se défaire et notre métier, enfin, surtout le tien qui libère vis-à-vis de l'argent, c'est de défaire ça. Cette génération a énormément manqué, donc la génération de nos parents
Bon, toi et moi, on est de la même génération, mais la génération de nos parents, elle a été élevée par une génération qui a vraiment manqué, qui leur a donné une grosse valeur de l'argent. Et nous, on est une génération où effectivement, bah, tu vois, on a beaucoup parlé de la génération Z qui vient bosser quand elle a envie de bosser, qui est très cool, qui veut une bien meilleure répartition entre sa vie pro, sa vie perso, qui voyage, etc. Et en fait, on est en train de se rendre compte, ils ont fait ça, bon, avec oui, je choisis chez qui je travaille, etc. Mais en fait, ils ont juste mis un équilibre en disant, ben, moi je veux de l'argent, mais je veux de quoi vivre, mais je veux surtout être heureux à côté. Alors que nos parents, c'était pas être heureux, c'est amasse, amasse, amasse. Nos parents ont connu la guerre, ils ont connu la privation, donc garde. Et en fait, on est en train de se séparer petit à petit de ce schéma. Je souhaite bien évidemment qu'il n'y ait plus de guerre dans nos pays. Il y en a malheureusement assez partout ailleurs et ils le vivent aussi. Hein, ils ont besoin de sécurité, d'amasser. Hein, on le voit, c'est la pyramide de Maslow, hein, pour ceux qui connaissent. Ils sont tout en bas. Mais de pouvoir se dire, ben, j'ai pas besoin d'amasser, j'ai pas besoin d'en avoir plein mes placards, plein mes tiroirs tout le temps, parce que ils ont Oui, cette faculté d'amasser, soit financier, j'ai un vrai matelas financier, soit, je veux dire, j'ai des réserves de riz, de pâtes et de pommes de terre dans ma cave qui est colossale au cas où il y a un manque. oui, puis c'est pas ça qui me définit. C'est pas ma capacité à avoir de l'argent amassé, etc., qui me définit. Mais c'est drôle parce que je t'entends dire ma vraie valeur de l'argent ou une grosse valeur argent. Il faudrait dire valeur, c'est-à-dire, j'entends que derrière vraie valeur de l'argent, il y a accorder beaucoup d'importance à l'argent. Ouais, ouais. C'est marrant parce que, enfin, moi, je suis toujours en train de travailler dessus et c'est vrai que l'argent, c'était quelque chose, j'avais vraiment ce rapport haine-amour. Je t'aime, quand on n'a pas bien, je t'aime. Et puis quand j'en ai trop, je m'en fous de toi, t'as aucun intérêt. Et je continue à travailler très régulièrement dessus parce que bah, quand tu es chef d'entreprise, le but d'une entreprise, c'est quand même de générer de l'argent. Donc, il y a quand même ce besoin-là. En fait, c'est l'objectif, hein, quand même, c'est l'objectif de l'entreprise. C'est réussir à faire la différence entre moi, en tant qu'être humain, c'est pas par l'argent que je me définis, par l'argent que je génère, par l'argent que je possède, par les biens matériels que j'ai, etc., en tant qu'individu. Par contre, en tant qu'entrepreneur, le but d'une entreprise, c'est précisément de faire de l'argent. Donc, il y a aussi ces deux paradigmes différents, en fait, hein, passer de l'un à Oui, c'est l'autre. ça. C'est ça. De toute façon, quand tu es entrepreneur, enfin, je pense que quand tu démarres une entreprise ou quand tu es entrepreneur, tu es obligé de faire ce travail vis-à-vis de l'argent. Tu es Ouais. obligé de le faire. Voilà. Que ça pilote pas. Là-dessus. Pour que ce soit mais non, mais c'est clair. C'est clair. C'est pour que, que tu ne sois pas en pilote automatique, mais que tu sois en conscience et que tu agisses les choses en responsabilité. Parce que, en fait, tenir des tableaux Excel, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça, ce sont des outils. Mais c'est-à-dire que ton fonctionnement, le paramétrage que tu as eu, j'aime bien utiliser ce mot, la façon dont tu es paramétré dans ton cadre de référence par rapport à l'argent, forcément, ça, les matrices Excel, elle ne va pas t'aider à le dépasser. Mm. Donc ça, c'est fondamental. Mais moi, il y a des moments où j'ai manqué d'argent. Quand j'ai créé mon entreprise, il y a vraiment des moments où j'ai créé de l'argent parce que après, avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai fait des choix, en fait. J'ai fait des choix de me former plutôt que d'avoir beaucoup d'argent. Et finalement, la formation, c'est un investissement parce que c'est quelque chose Bien sûr, que, bien enfin, sûr. voilà, c'est un investissement que je ne perdrai jamais parce que ça m'enrichit au fur et à mesure. Et en fait, les moments où j'avais l'impression de manquer d'argent, c'est marrant parce que mes placards se remplissaient. Donc, je mets tout mon riz, mes pâtes dans des bocaux. Et en fait, moins j'ai d'argent, plus mes bocaux ils sont pleins, ils sont remplis. Parce que j'achetais du riz, des pâtes, des patates, du riz, des pâtes, des patates. Enfin, je veux dire des lentilles, des choses comme ça. Parce que je me disais, bon, si j'ai pas d'argent, c'est pas grave, j'ai de quoi manger quand même. Mais c'est assez marrant hein, de voir finalement que on est toujours en capacité finalement de répondre à ses besoins tout le temps. Parce qu'il y a énormément d'angoisse hein, quand il y a un manque d'argent. Ça crée énormément d'angoisse. Les gens pensent qu'ils vont mourir. Ouais, ouais. Or, c'est très rare les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est très En tout rare. cas, ici, dans notre Oui, dans le pays, parce que système. c'est vrai que je suis passée hier à Marseille, je suis passée, je crois que c'était au Prado, le rond-point du Prado. Je veux dire, il y a la soupe populaire. Voilà, même quand tu es dans des situations qui sont très précaires, il y a beaucoup d'associations qui t'aident aujourd'hui. C'est ce que je souhaite à personne. C'est pas facile, mais c'est très, très rare aujourd'hui en France de mourir parce que tu n'as pas d'argent.
Effectivement, c'est pas confortable, tu as la sensation d'être dans l'indignité peut-être, mais tu meurs pas. Ouais. Et la peur de manquer, elle est tellement répartie dans toutes les couches de la société que c'en est, enfin voilà, moi je vois vraiment ça comme un paradigme, hein. Bah, c'est ce que je dis aussi, hein, notre système monétaire, hem, de façon, globale, systémique, hein, pour le coup, induit, la peur de manquer et l'avidité. Et ce Mmh mh. sont les 2 grandes émotions qui sont, continuellement titillées par la société de consommation. Donc en fait, quand la peur de manquer, arrive, comme ressenti, voilà, je suis dans la peur de manquer, ce que tu disais avec tes bocaux là, hem, i c'est la proposition de cette, relation à l'argent là, consciente, c'est de voir que la peur de manquer est en train de m'envahir, de ne pas m'y identifier et de pouvoir faire mes choix sans elle. Ouais. C'est super intéressant parce que je m'aperçois, sans faire de travail sur soi, on s'aperçoit que ceux qui dirigent ta vie, ce sont des marketeurs. C'est-à-dire que c'est la publicité. Mais Parce oui, que, tu vois, je les vois beaucoup, les jeunes femmes à Marseille, voilà, où, il faut répondre à alors je regardais sur les critères physiques. Il faut répondre à certains critères de la société et finalement, ce sont des jeunes femmes qui se ressemblent tous, mais c'est la même chose chez les mecs, enfin la casquette qu'il faut avoir, le jean qu'il faut avoir et cetera. C'est-à-dire que, en fait, les marketeurs prennent le pouvoir complètement. Quand tu commences à faire ce travail par l'argent, en fait, tu te rends compte, en fait, alors tu te désidentifies, c'est-à-dire que tu cherches pas à ressembler à tout le monde, en fait. Et c'est pas les marketeurs qui décident, comment tu vas dépenser ton argent. ouais. Tu commences à le faire en conscience et en fait, c'est Te tout à fait OK, réappropries tes désirs. mais bien Pardon. sûr, tu te réappropries tes désirs et tu es complètement aligné pour dire à ton fils que tu vas pas lui acheter, la dernière casquette de chez Dutch ou un truc comme ça parce qu'en fait, tu en vois pas l'intérêt et que voilà, tu préfères lui offrir une journée, je sais pas, à faire une activité qu'il va vraiment aimer, à partager quelque chose avec lui, qui même si il te dit: «Oui, mais c'est éphémère, ça reste pas». Oui, mais ça c'est des souvenirs et c'est des moments qu'on passe ensemble, plutôt qu'une casquette Dutch qu'il va avoir, OK, et qu'il va mettre pendant 2 mois, il va être super content et puis après il va le laisser dans un coin. Mmh mh. Et donc se réapproprier en fait son propre pouvoir de finalement, comment je vis. C'est quand même c'est ça, c'est vraiment une vraie forme de liberté. Complètement. Mmh. Puis c'est un work in progress. Tout le temps. Pour Mmh. moi, au bout de 8 ans, ça continue à être pertinent. J'ai une chance géniale, c'est que chacun des accompagnements que je fais continue à aller, heu, me re-questionner, me titiller, la supervision m'aide à aller continuer, sur ce chemin-là et et puis c'est super chouette de pouvoir, en parler ensuite avec des personnes comme toi qui continuent à s'approprier cette clé-là pour, dénouer tous les petits freins, les petits blocages et cetera qu'il peut y avoir. Ouais, en fait, on est toujours dans un but, qui est toujours le même, c'est-à-dire se sentir libre et se sentir libre parce que bon, on Mmh. pourrait philosopher pendant 3 heures ou pendant même, 30 ans sur, qu'est-ce que la liberté. Se sentir libre, c'est juste, faire ses propres choix. C'est Ouais, bah, juste tu vois l'abondance, selon, Frank Lobvet, c'est l'abondance des choix possibles. c'est ça, c'est ça. Et du coup, la liberté de faire ses propres choix, c'est quand même incroyable. Quand il y a eu des moments où c'était un peu difficile parce que j'avais vraiment la sensation d'être dans le manque, et du coup, c'était très dur. Je savais que si je reprenais un poste de directrice commerciale dans une boîte, je gagnerais très bien ma Mmh. vie et puis que je ferais un job, je ferais le taf et que ça se passerait bien et cetera. Et ben, en fait, il suffisait que je me projette dans ce poste-là pour à ce moment-là, retrouver l'énergie pour aller, comment dire? Rechercher des nouveaux clients, proposer des nouvelles, prestations et cetera et cetera.
Oui, parce qu'il y a cette notion de choix et de liberté derrière et qu'avec, allez, si je gagnais, 8 000 € par mois en faisant un job que j'aime pas, je me sentirais jamais libre, alors que je préfère aujourd'hui avoir des revenus qui sont peut-être plus variables et des fois où c'est peut-être un petit peu, ouais, des choix à faire, mais où j'ai vraiment la sensation de me sentir libre. ouais, et ce choix-là, tel que tu le dis, ça me fait penser à ce que j'essaye de faire toucher, très souvent, c'est tu as fait un choix quand tu te reconnectes à ton esprit d'entreprise et à ce désir de liberté et cetera, tu fais un choix, d'amour. Tu fais un choix, cœur ouvert, en Ouais, fait. j'ai peur, Alors que si tu complètement. fais un choix dans cette situation-là pour toi, si tu fais le choix de, retourner dans le salariat, tu fais un choix en cœur fermé, c'est-à-dire éviter la peur de manquer, finalement. Et je dis souvent, c'est super important d'aller regarder ça. C'est-à-dire, je ne suis pas manipulée par ma peur de manquer, finalement, et je fais pas un choix de peur, je fais un choix, d'aller vers, pas en éviter de, en aller vers, c'est-à-dire avec le cœur ouvert. Ce qui demande, et c'est là qu'on en revient à la vulnérabilité, ce qui demande un petit peu de courage, un petit peu de: «Ouf, j'affronte ma peur». Ouais et puis la 1re chose de la vulnérabilité, c'est simplement de dire: «J'ai peur». La 1re chose, c'est avouer qu'on a peur, parce que la même chose, on est dans une société où ceux qui sont valorisés, c'est le courage, tu as qu'à regarder le nombre de films sur Netflix, enfin moi, je veux dire les héros, c'est ceux qui sont courageux, qui sont bien C'est ça. et la 1re chose, c'est de dire: «Bah ouais, j'ai super les pétoches, en fait» et notamment, enfin, je la le je sais que dans ta cible, tu as quand même pas mal de créateurs d'entreprises. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et puis quelqu'un qui va faire un retour en arrière, dans la grande majorité des cas, c'est quand même effectivement des gens qui, à un moment donné, sont rattrapés par leur peur et disent: «Non, non, 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 je risque de manquer et cetera, je ne vais pas pouvoir payer les études de mon fils» ou voilà, «Non, non, 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 ma mère, j'ai eu ma mère au téléphone là, qui est trop inquiète pour moi et cetera et je vais reculer et je vais reculer». Alors qu'effectivement, la vulnérabilité, c'est le courage, c'est quoi? C'est avoir peur et y aller quand même. C'est ça. La définition du courage, c'est ça et c'est de dire: «Bah, ouais, j'ai vraiment les pétoches» et en fait, c'est incroyable quand on commence le chemin de la vulnérabilité et qu'on dit à l'autre: «J'ai peur», en fait, on lui autorise à montrer ses propres sentiments lui aussi, Ouais. et on Donc, s'autorise à ouais, tu on vas est vers la vraiment sincérité. voilà, après on est vraiment dans une relation d'authenticité où, en fait, on s'autorise à ne plus juger l'autre. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour me dire: «J'ai vraiment peur», je me dis: «Waouh!» enfin, c'est Mmh. waouh, merci de le partager parce que c'est super bien, parce que moi aussi quand j'ai peur, des fois, c'est pas facile de le dire et cetera et donc une fois qu'on a reconnu, cette peur, après on peut, se dire: «Bon, bah, la vraie question, c'est comment je fais pour me sentir en sécurité maintenant?» Et là, on passe à une vraie question. Mmh. Il y a, c'est ma super coach, formatrice là qui m'a dit ou rappelé, que vulnérable, ça vient de l'anglais «able to be wounded», et quand je suis capable d'être blessée, c'est-à-dire quand j'accepte, de partir au combat, on va dire, et que je sais que je peux être blessée, mais que j'y vais, beh, là, en fait, ce que nous on voit, on associe plus facilement la vulnérabilité avec la faiblesse. Mais en réalité, souvent, la Ouais, vulnérabilité, c'est l'inverse, c'est la vraie force. bien sûr. C'est: «Bah, oui, je vais me prendre une blessure. Oui, je vais, au-devant d'échecs possibles, mais je suis assez fort pour ça». Mais bien sûr, mais chacun d'entre nous, on est assez fort pour ça. Oui, c'est ça. Les seules limites qu'on a, les seules limites qu'on a, c'est d'écouter nos proches. C'est un peu ça, au lieu de s'écouter soi-même. C'est ça, hein, c'est ça. D'écouter nos proches ou ce qu'on imagine que nos proches pensent. Oui, 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 merci, c'est exactement ça. C'est soit d'écouter ce qu'ils nous disent, soit d'écouter ce qu'on pense qu'ils veulent nous dire. Ouais. Mmh. Bah, écoute, on est, au terme de notre Money Talk qui a, exploré plutôt, toute la partie, enfin comment on continue, à écouter la relation à l'argent pour progresser, y compris, quand on est entrepreneur. Mmh. Hem, est-ce que tu as un mot de la fin, toi, que tu as envie de dire? Un mot de la fin. J'irais bien sur un mot de la fin parce que je sais que c'est quelque chose que tu auras envie qu'on creuse ensemble et qu'on discute ensemble. J'irais sur, la notion d'interdépendance.
Parce que le sujet est très intéressant. Depuis que tu m'en as parlé la dernière fois, j'ai reconnecté avec pas mal de choses. Mm. L'interdépendance, c'est l'autre chemin entre l'indépendance, fantasmée souvent, la dépendance qu'on veut fuir, et l'interdépendance qui est une belle solution, et notamment quand on est dans un chemin entrepreneurial, voilà, Ouais. qui est une belle solution de s'élever à plusieurs. Oui, et cette indépendance est tellement peu, interdépendance est tellement peu, présente dans notre, paradigme d'une manière générale, mais on ne sait pas ce que c'est cette interdépendance, en fait. Et bah, écoute, avec plaisir pour en parler avec toi Eh ben, écoute, et pourquoi pas un Money Talk et on verra. ça marche. Merci Fabienne. Merci Aline et puis on vous tient au courant. Merci de regarder. Vous pouvez regarder aussi les autres vidéos de l'école de l'argent, et les autres Money Talk. À très bientôt.